Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Meuilly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Vous publiez Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail aux éditions Les liens qui libèrent, priorité au direct et à l'actualité, comme on dit sur BFM TV. Vous avez vu, c'est pas une surprise, Manuel Valls est candidat à l'élection présidentielle. Il doit passer par cette case primaire. Vous l'avez peut-être vu, ou en tout cas entendu hier dans son allocution. Il veut réconcilier la gauche. Vous demandez à voir. Je n'êtes pas convaincu par qu'il soit en capacité à Non, rassembler son écoutez, camp. moi, ça, je ne veux pas rentrer dans un débat de caractère politique. C'est pas une surprise qu'il soit candidat. C'était annoncé. Bon, maintenant, à eux de voir comment ils vont s'organiser. C'est compliqué les primaires. Hein, moi, je considère que c'est un système qui ne correspond pas vraiment à notre système constitutionnel. Hein. Je pense que l'une des raisons, c'est que les partis politiques sont assez affaiblis et ont du mal à dégager eux-mêmes leurs propres leaders. Donc on fait des primaires. Bon, maintenant, ce qui m'importe plus, c'est quand il y aura les programmes, quand il y aura une campagne présidentielle, et je le dis tout de suite, Force ouvrière ne donnera, comme d'habitude, aucune consigne de vote, ni au premier ni au deuxième tour. En même temps, il a théorisé les deux gauches irréconciliables. Maintenant, il faut les ressouder. La mission est compliquée. Hein. Je pense qu'elle n'est pas simple, la mission. Oui, mais bon, s'il ne dit pas ça, c'est pas la peine qu'il se présente, si j'ai bien compris. Bon, en même temps, quand il dit, Manuel Valls, donc candidat maintenant à la présidentielle, je ne veux pas que les fonctionnaires travaillent plus pour gagner moins, je ne veux pas des déremboursements massifs de médicaments, je veux que nos enfants n'aient pas moins de professeurs, que nos villes, nos campagnes n'aient pas moins de policiers, de gendarmes, je ne veux pas qu'on casse la sécurité sociale, qu'on touche sa retraite à taux plein à 70 ans. Ok, le virage à gauche, il est clair, mais vous ne pouvez que souscrire à ça, Jean-Claude Meuilly. Ah, mais qu'il n'y ait pas, par exemple, de désertification des services publics, notamment dans les départements ruraux, oui. Que ce ne soit pas travailler plus et gagner moins, oui, bien entendu. Que l'on préserve la sécurité sociale. Mais là, je pense que c'est surtout en réaction face au programme affiché de M. Mais ce Fillon. sont des mots pour vous dans la bouche de Manuel Valls? Non, je ne sais pas. Écoutez, moi, j'attends de voir. Non, parce il y a les paroles et puis il y a eu les actes pendant Oui, 3 ans. oui, Hein. oui, oui, il y a eu les actes. Ça n'a pas échappé, hein? Non, ben non, non, Vous avez non. même fait un livre. Oui, Il on en l'a a fait un fréquenté. livre. Oui, je l'ai fréquenté en tant que lui Premier ministre, hein, notamment dans la dernière période sur la loi travail où ça n'a pas été simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, maintenant tout le monde peut changer. Hein, ça vaut pour M. Fillon comme pour M. Valls. Manuel Valls est-il, question très simple, un homme de gauche? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme de gauche aujourd'hui ou un homme de droite? Vous savez. La gauche à droite, c'est pareil? Sur le plan de la politique économique, il y a des nuances, mais je n'ai pas senti de grandes divergences. Moi, la présidence de François Hollande, le premier acte fondateur de sa présidence, ça a été l'acceptation du pacte budgétaire européen, ce qui drive la politique économique depuis maintenant 4 ans. Et ce projet avait été négocié auparavant par son prédécesseur. Il n'y a pas eu de changement. Hein, et je pense qu'en termes généraux de politique économique, il y a des nuances, certes, mais il n'y a pas eu de rupture en termes d'économie. Donc c'est pas un homme de gauche? Mais vous savez, les clivages en ce moment gauche-droite, parfois ils sont très compliqués à distinguer. Il y a des gens qu'on peut dire de droite et qui sont très républicains et réciproquement. Bon, vous l'avez côtoyé, vous l'avez dit pendant son bail à Matignon. Vous écrivez que lors d'un entretien, il se montre, Manuel Valls, particulièrement agressif. Il me fait penser à Nicolas Sarkozy dans ses mauvais moments sur le thème « Ce n'est pas la rue qui gouverne, le texte est bon, on ne bougera pas ». Il est trop rigide, Manuel Valls? Oui, il a un côté, je l'ai dit, il a un côté autoritaire. Manuel Valls, c'est un républicain, c'est vrai, sur les principes républicains, il l'a toujours été, mais un comportement qui peut être très autoritaire, y compris pendant le conflit, qui pouvait être clivant par rapport aux manifestations. C'est pas la rue qui gouverne. Ça, c'était une formule que d'autres avaient utilisée. Même si le premier responsable de la loi travail, c'est aussi une question constitutionnelle, c'est le président de la République. Hein, c'est lui qui est responsable. Mais il a fait le boulot sur la loi travail, c'est évident. Et je pense que, je l'ai dit, je leur ai dit à l'époque que c'était quelque chose qui allait les plomber. Je pense que j'avais vu clair là-dessus. Bon, il en prend pour son grade, Manuel Valls, l'ancien maintenant Premier ministre. Il ne connaît guère le social. Pour lui, c'est avant tout un dossier de positionnement politique et d'autorité de l'État. Son tempérament tend à ce qu'il classe rapidement les gens dans les colonnes ennemies ou amis. Oui, on est d'accord. Non, mais on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Voilà, mais c'est pas le seul homme politique. Nicolas Sarkozy était comme ça aussi. Hein, c'est où vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Donc mais c'est vrai que le terrain
économique et sociale, c'est pas particulièrement son histoire. Il est plus sur les questions de sécurité, les questions d'autorité de l'État. Mais si je prends le social en tant que tel, le président de la République, c'est pas non plus sa tasse de thé. Ni l'un ni l'autre n'avait jamais mené des réformes sociales ou contre-réformes d'envergure, par exemple. C'est pour ça que je dis à un moment donné, y compris sur la méthode, il y a eu un grand amateurisme pendant toute cette période. Tout vous dérange en fait, à la fois l'inspiration de la loi travail qui est idéologiquement ultra-libérale, ce sont vos mots, et à la fois la méthode, enfin tout vous débecte dans cette loi travail. Oui, c'est pour ça que je dis que c'était une période invraisemblable. J'aurais jamais cru connaître ça, puisque c'est même allé jusque devoir intervenir pour faire respecter la liberté de manifester. On m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais jamais cru qu'un jour je doive aller voir le ministre de l'Intérieur pour faire respecter la liberté de manifester. Parce qu'il y avait l'état d'urgence. Oui, non, mais oui, mais d'accord, état d'urgence. Mais écoutez, la liberté de manifester, c'est une liberté, c'est aussi une liberté fondamentale. Bon, d'ailleurs, je reconnais, je l'ai dit à l'époque, que Bernard Cazeneuve, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, s'est comporté en républicain. Bon, et d'ailleurs, puisqu'on parlait de la droite et de la gauche, vous dites que ce type de loi, justement, tend à gommer finalement la frontière entre la droite et la gauche. C'est la politique du réalisme, finalement. Non, c'est la politique. Non, je pense ailleurs en Europe, on fait pareil. Oui, mais je pense que c'est plus une politique de soumission qu'une politique de réalisme. À un moment donné, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure avec Henri Sterdignac. À un moment donné, sur les marchés financiers, alors c'est pas uniquement un problème français, c'est aussi un problème européen. J'espère d'ailleurs que la question européenne sera au centre, ce serait bien, de cette campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait au niveau européen? Savoir par exemple que tous les syndicats au niveau européen ont fait récemment une déclaration commune sur les questions sociales, économiques et démocratiques. Ce serait pas mal que les différents candidats la lisent, je leur envoyais d'ailleurs. Enfin, ceux qui se déclarent tout au moins. Bon, un mot de François Hollande. J'en viens à me dire, c'est dans le livre, je vous encourage à le lire, j'en viens à me dire que le voir ne sert à rien. En gros, on n'est pas plus avancé en sortant de son bureau qu'en y entrant. Oui. C'est vrai, je suis pas le seul à dire ça. Hein, c'est quelqu'un d'un peu mystérieux. Quand on pose des questions, on n'a pas la réponse. Alors certains pensent qu'ils ont obtenu satisfaction, ils sont déçus après. Tout le monde est content. Ou le contraire. Au début, tout le monde est content. Au début, on dit ça se passe bien, mais en fait, on n'a pas de réponse. Donc c'est pas aussi évident. Ça, la seule réponse pendant le conflit, parce que je l'ai vu 3 fois pendant le conflit, la seule réponse claire que j'ai eue à un moment donné, c'est on a un accord avec la CFDT. Voilà. Mais pour moi, c'est pas une analyse, je veux dire, c'est pas, on ne revient pas à partir de là sur les questions de fond, l'inversion de la hiérarchie des normes, le licenciement économique. Donc pour moi, c'est pas une réponse travaillée, quoi. Bon, mais c'était la seule explication que j'ai eue. Puisque vous parlez de la CFDT, vous n'êtes pas tendre non plus avec Laurent Berger, que vous qualifiez de courtois, de plutôt sympathique. Oui. Vous lui reprochez, ce sont vos mots, ce coup de poing, ce coup dans le dos, pas ce coup de poing, ce coup dans le dos sur la réforme des retraites complémentaires. Oui. Ça nous ramène un an en arrière, en octobre ou je ne sais plus, novembre 2015. Et donc, vous ne vous parlez plus aujourd'hui. Si, on s'est reparlé depuis un mois et demi dans une réunion internationale, on s'est reparlé. Oui, mais il y a eu une période de froid qui a duré, quoi. Bon, après, chaque organisation est libre de ses positions, mais quand on fait quelque chose, on prévient avant, c'est tout. Vous auriez aimé qu'ils vous disent, voilà, je vais y aller, je vais donner mon accord? Oui, oui, après, on est d'accord ou pas, mais on prévient. Quand on a un accord et que l'accord n'est pas respecté, on prévient son interlocuteur. Bon, vous écrivez que Laurent Berger, il n'est pas réformiste, mais réformateur. J'ai pas bien compris. Moi, je considère que Force ouvrière est une organisation réformiste, hein, tout en restant dans le rôle d'un syndicat. On n'a pas vocation à co-gérer ou être dans la gestion des entreprises, pas plus que dans la gestion. Parce que ça ne correspond pas. Oui, ça se fait en Allemagne, ça se fait. C'est pas véritablement une cogestion. Le Mitbestimmung, c'est les CE, les comités d'entreprise un peu développés, quoi. La seule différence, c'est la présence dans les conseils de surveillance de syndicalistes, qui n'est pas toujours simple pour mes amis allemands. D'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes. La différence que je fais, c'est réformateur. En plus, un projet de société et on veut participer à la gestion ou à la prise de décision, que ce soit dans l'entreprise ou au niveau de l'État. Donc, c'est une différence de conception du syndicalisme. Oui. Mais la sienne n'est pas répréhensible. Ah ben non, c'est une question de conception. Bon, un mot d'Emmanuel Macron, lui aussi candidat à la présidentielle, libéral, ce sont vos mots, oui. Charmeur, techno et espiègle. Il y a du second degré ou il y a un truc qui m'échappe? Non, il n'y a pas du second degré. Il a un côté espiègle, oui, mais il est en même temps, c'est un charmeur, c'est vrai. Pas votre tasse de thé, sinon, son positionnement. Ah ben il est très libéral dans ses conceptions. Un gros mot, libéral. C'est un gros mot, libéral. Non, c'est pas un gros mot. Quand je dis libéral, je parle au sens économique, je ne parle pas au sens philosophique du terme. On parle de libéralisme. Son acception économique. Voilà, de libéralisme économique. Quand il était, d'ailleurs, il a été, je pense, plus influent
quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée chargé des questions économiques. Là, c'était un des pères du pacte de responsabilité, d'ailleurs, dont on voit les résultats aujourd'hui. Voire quand il était ministre de l'économie, toute la partie sur les licenciements économiques, c'est Emmanuel Macron. Pourtant, il n'était pas en charge du dossier. Bon. Un mot aussi de Pierre Gattaz, votre meilleur ennemi, ça vous fait sourire. Vous admettez avoir noué un lien d'amitié avec Laurence Parisot, Oui. sa prédécesseur. Rien de tout cela entre Pierre Gattaz et vous. On a compris que vos logiciels sont incompatibles. Pierre Gattaz, c'est vous qui l'écrivez, c'est sous la plume de Jean-Claude Mailly, pense que la France doit être gérée comme son entreprise, Radial en l'occurrence, et ne cherche pas à comprendre le raisonnement de son interlocuteur. Oui, quand on En gros, il y a deux... Bah, on est sur, deux Il n'y a pas d'intersection c'est deux entre... parallèles, quoi. Vous voyez, les parallèles, c'est pas fait pour se rencontrer, quoi. On est sur deux logiques complètement différentes. Quand Mais vous vous avez le droit négociez, d'être sur deux logiques et d'échanger, de... oui, mais c'est compliqué. De mon point de vue, je considère que c'est compliqué. Quand vous êtes dans une négociation, alors vous avez vos positions, mais vous devez comprendre quelles sont les motivations de votre interlocuteur si vous voulez avancer et trouver un compromis. Si votre interlocuteur vous répète toujours la même chose et ne cherche pas à comprendre ce que vous pensez, le compromis devient difficile. On Et c'est ce qui se passe. partirait pas en vacances ensemble. Non, ça ne risque pas, non. Bon, en tout cas pas sur la même planète. Non, pas sur la même planète. Philippe Martinez, juste, il était là il y a quelques jours sur ce plateau, on parlait du chômage, des chiffres du chômage. Il dit non, le chômage en France, ça baisse pas. Maintenant, le gouvernement nous dit, enfin Pôle emploi, quand on voit les chiffres, 106 000 chômeurs de moins en catégorie A depuis le début de l'année. Si on met les catégories B et C, c'est de ceux qui ont travaillé quelques heures. Alors, je ne sais plus quelle est jusqu'à 78. 78 heures, c'est ça. On a une hausse, effectivement, depuis le début de l'année de 20 000. Mais bon, le chômage baisse depuis 2 mois, 70 000 chômeurs de moins. C'est indéniable que le chômage est en train de baisser ou est-ce que Philippe Martinez nous dit non, le chômage, ça ne baisse pas? On est dans une phase. Je vous repasse pas les images, mais c'est vrai. Ouais, non, mais je considère qu'on est plus dans une phase de stabilisation. Alors, si on regarde la catégorie A sur un an, ça a un peu baissé, mais en même temps, est-ce que c'est le signe d'une reprise ou pas? Parce que des emplois créés sont beaucoup d'emplois précaires, des activités réduites ou autres. Le chômage continue à être lourd pour ce qu'on appelle les seniors. Donc, on est plus dans une phase de stabilisation. Et si l'on veut vraiment voir, puis il y a eu l'effet des 500 000 aussi, ça joue quand vous sortez d'une La catégorie. formation donc, Oui, des sûr, chômeurs. quand vous les comptabilisez ailleurs. Donc, mais je pense que si l'on veut effectivement que le chômage baisse de manière durable, c'est lié aussi à l'activité économique. Or, là, on va être à 1,2, 1,3 de croissance et je considère que c'est insuffisant. Il faudrait au moins faire un 5, un 6. Alors, il y a des décisions à prendre au niveau national, mais il y a aussi des décisions à prendre au niveau européen. Ça veut dire laisser filer un peu les déficits, permettre des politiques de relance. Regardez, budgétaire. même la Banque Centrale Européenne. Même la Banque Centrale Européenne, on nous explique. Alors vous lui faites dire ce qu'elle dit pas. Elle pense à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Elle ne pense pas à la France. C'est bien que la France n'est pas visée. C'est pas ce que je dis. Ah, pardon. Non, Allez-y. la Banque Centrale Européenne commence à dire il faut inquiète des résultats électoraux dans différents pays, enfin l'Italie par exemple, le Brexit, etc. Il faudrait peut-être un peu relâcher la bride. Alors, notamment vis-à-vis des pays effectivement qui sont en excédent. Et je pense à l'Allemagne et aux Pays-Bas. C'est déjà un signe d'une manière ou d'une autre. C'est déjà un signe. C'est déjà un signe. Bon, vous avez également... relancer les économies qui vont bien et qui ont des excédents. Ouais, j'ai lu une interview aussi de Christine Lagarde du FMI qui dit elle aussi sur la Grèce, etc. Il fallait faire autrement, il faut renégocier. Ah, mais l'OCDE, le FMI, la Commission européenne. Oui, mais c'était pas leur discours il y a quelques années. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une urgence à sortir de cette logique qu'on appelle de rigueur ou d'austérité, à la fois pour des raisons sociales, pour des raisons économiques et démocratiques. Les syndicats au niveau européen réclament par exemple un plan de relance à hauteur de 2% du PIB pendant plusieurs années. Alors ça veut dire qu'il faut mettre en place un trésor européen, ça veut dire qu'il faut pouvoir mettre en place des eurobonds, qu'il faut transformer les traités. Mais si l'on veut que l'Europe, et moi je suis européen, si on veut que l'Europe soit à nouveau facteur de progrès, de paix, etc., il faut changer les modalités de la construction. Sinon, elle va être de plus en plus rejetée. Alors dernière question, Jean-Claude Mailly, les partenaires sociaux se retrouvent cet après-midi, c'est ça Sur au MEDEF chômage. pour un nouveau face-à-face sur l'assurance chômage, 6 mois après l'échec des négociations pour renégocier la convention. À quoi ça sert encore un nouveau round de négociations? Parce qu'on a compris qu'il n'y a pas de terrain d'entente possible, on connaît les positions des uns des autres, les rapports, on les connaît. Enfin, qu'est-ce qui va se passer de plus là? Pourquoi on ne laisse pas l'État reprendre la main? Vous ne voulez pas, je sais, mais pourquoi est-ce que l'État ne prendrait pas la main? C'est l'État qui paye et qui finance le truc. Non, c'est pas l'État qui paye. Je suis désolé, 60 plus qui se porte garant. Ah oui, non, mais la qui garantie la dette. apportée par l'État. Oui, une garantie de l'État sur la dette. Ça, je suis S'il n'y a d'accord. pas de garantie, il faudrait bien que les comptes soient à l'équilibre, non? Oui, ou l'UNEDIC aussi, enfin, ou Pôle emploi pourrait aussi être emprunteur sur les marchés. Là, il l'est avec
une garantie de l'État, ce qui aide sur les taux d'intérêt. Ça, je suis, mais ça, je suis d'accord. Mais le financement en tant que tel du système, c'est sur la base, l'essentiel des cotisations patronales et syndicales. Le paritarisme, ce qu'on appelle le paritarisme, qui suppose un financement par les cotisations. Hein. Si c'est de l'impôt, c'est plus de notre ressort. Bon, c'est tout ce qui tourne autour du contrat de travail. Et je considère que c'est vrai, il y a de moins en moins d'ailleurs, hein, c'est vrai sur l'assurance chômage, en partie, puisque Pôle emploi, en même temps, c'est l'État qui dirige aujourd'hui. C'est vrai sur les retraites complémentaires, la formation, le logement, ça permet de consolider des systèmes. Je pense que si notre système de protection sociale, globalement, est encore l'un des meilleurs au monde, c'est aussi dû au mode de financement et à la présence des interlocuteurs sociaux, qu'ils soient patronaux. Mais il va rien se passer cet après-midi, même lors des prochains... Non, c'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir un accord, ça. Bon, et je suis prudent sur le fait que certains peuvent jouer en attendant, il ne faut pas que l'État reprenne, et puis on verra bien après les élections, etc. Il y a la droite qui revient aux affaires. Ouais, je suis prudent. En tous les cas, on réaffirmera nos positions de bonus-malus, notamment sur les contrats les plus précaires. Sur les contrats les plus courts, 80% des contrats qui sont signés sont des CDD, et 80% de ceux qui sont signés en CDD sont de moins d'un mois. Oui, de moins d'un mois, mais c'est ça le problème. Le problème essentiel, il est là aujourd'hui, sur l'assurance chômage. Merci à vous. Je vous renvoie évidemment Jean-Claude Mailly à son livre aux éditions Les Liens qui libèrent, vous le voyez, Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail. Merci d'avoir été avec nous, notre invité en direct sur Boursorama. Merci, au revoir.